Donc, comme je vous le disais depuis longtemps, depuis bien longtemps, on chronique ce glissement progressif mais irrémédiable vers un régime autoritaire sous Donald Trump. Et c'est vraiment devenu une réalité, on va le voir, une réalité de ce deuxième mandat. Euh, on va retourner en 2018. Je vais vous montrer la une du Time en 2018. Je suis allé vous rechercher ça. Donc, cette une du Time en 2018 qui était sur la montée à travers le monde des hommes forts, avec évidemment avec Poutine, avec Erdogan, on en a parlé, avec Orban au niveau de la Hongrie, et puis avec Duterte au niveau des Philippines. Donc c'était cette montée-là. Et ce qui est amusant à l'époque, c'est ce que le journaliste Jan Bremer, qui avait fait cet extraordinaire dossier, qui était vraiment très intéressant, surtout avec le recul, écrivait sur Donald Trump. On va le voir, donc vous voyez, c'est le 3 mai 2018, et il dit, voilà, il y a tous ces montées Maduro, excusez-moi, Maduro, MBS pour l'Arabie Saoudite où est Trump aujourd'hui, donc en expliquant que l'homme fort is back, l'homme fort est de retour. Et il expliquait que Trump, évidemment, adorait être sur cette liste, mais autant il adorait, autant ce n'est pas possible parce que le système politique américain l'empêchait de devenir dictateur. Ça, c'est le premier mandat de Trump. Il dit, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'inquiéter. Et finalement, cet article était assez... Pour 2018, en ouais. 2018, et il était assez en avance parce que c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça, lorsque je vous parle de ce glissement irrémédiable vers un régime autocratique, vers la fin du modèle démocratique américain, c'est quelque chose qui s'est évidemment accéléré depuis l'arrivée de Donald Trump, parce qu'il est arrivé au pouvoir avec cette intention-là et entouré, hein, c'est très important de garder ça en tête, entouré de gens qui ont la même vision de l'exercice du pouvoir. Un pouvoir centralisé sur une seule personne, le président des États-Unis, qui aurait un pouvoir total, surtout sans un pouvoir législatif qui ferait un pouvoir de contrebalance, ou un pouvoir judiciaire. Non, tous les pouvoirs seraient centralisés sur Trump. Évidemment, c'était difficile pour lui dans un premier mandat parce que les gens qui étaient autour de lui, et ces fameux adultes dans la pièce, déjà n'étaient pas dans ce délire-là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, c'était son premier mandat. Il disait, non, non, mais je vais être élu une deuxième fois. Il faut quand même que je fasse un petit peu attention. Sinon, je vais perdre l'élection. Là, maintenant, on le sait. Il y a eu suffisamment d'indiscrétions qui sont sorties du camp de Trump. He doesn't give a F. Donc, il n'en a plus rien à faire de vos sentiments. Il n'en a plus rien à faire de la Constitution. On est en pleine crise constitutionnelle. Je sais que c'est pas un sujet qui fascine les gens, mais nous sommes toujours, depuis le 9 avril, je pense, plus d'un mois désormais, dans une crise constitutionnelle où la Maison-Blanche, Trump, a refusé et continue de refuser de suivre une demande de la Cour suprême. Donc voilà, ça, c'est une réalité. Et donc nous, on essaye de vous chroniquer ces petits passages. Et évidemment, je veux revenir 2 secondes parce que c'est un des points qui démontre ce glissement progressif vers autre chose que la dictature. C'est ce qui s'est passé vendredi avec l'arrestation du maire donc, de Newark, qui était accompagné d'élus du Congrès, qui étaient en train de manifester devant un centre ICE, donc en expliquant que ce centre n'avait pas de raison d'être, que depuis plusieurs années, le New Jersey dispose de lois interdisant l'utilisation d'immeubles privés ou d'immeubles publics pour détenir des migrants. Et donc, il y a eu ce moment, et on vous a raconté, allez revoir cette émission express de samedi, en plus elle est rapide, hein, d'où son nom, où on vous a démontré comment, encore une fois, la machine de propagande MAGA, c'est-à-dire c'est quoi la machine? C'est les porte-paroles du pouvoir, Alina Abba entre autres, mais aussi X et surtout Fox News,
avait spiné ça pour vous essayer de vous expliquer que, encore une fois, c'était le maire et les démocrates qui avaient attaqué ce centre. On va regarder d'ailleurs une autre séquence vidéo, un autre point de vue filmé sur TikTok par une des vaguelettes qui était là, qui accompagnait le maire sur le terrain pour venir manifester contre cet abus de pouvoir. Vas-y Thomas. I'm outside of Delaney Hall in Newark, New Jersey, and they just arrested the mayor, Ras Baraka, right outside in front of me. I am with protesters. He was in the middle of having a press conference, and he was arrested right in front of our face. We don't know where they're taking him. We need you, New Jerseyans, to call the governor right now. This is unacceptable. They're disappearing people. I'm right outside of Delaney Hall, Newark, New Jersey. And they just arrested Ras Baraka, the mayor of Newark, New Jersey. Right in front of constituents, right in front of press, right in front of community members. On reviendra un petit peu plus tard dans notre journal des Vaguelettes sur plein de choses de cette vidéo, sur ce qu'elle raconte, sur l'âge de cette vaguelette qui a partagé ça. Mais je voudrais juste revenir sur un aspect de ce moment qui, peut-être on ne l'avait pas assez martelé samedi, le fait qu'elle dit, voilà, cette arrestation, hein, et c'est là où elle est vraiment inquiétante, c'est que, bon, on vient déjà d'arrêter un officiel, on le voit, c'est en plein jour, d'accord ? C'est pas à son domicile, c'est devant, elle dit, des constituents, donc des habitants de la ville, donc des électeurs, et devant la presse. C'est-à-dire qu'avec ce sentiment, je ne sais pas ce que tu en penses Thomas, de complète immunité, de se dire, bah, tiens, on va venir arrêter le maire d'une des plus grandes villes, peut-être même la plus grande ville du New Jersey, Newark, je pense, on va venir l'arrêter et on ne va pas se cacher. Oui, certains de nos employés vont porter des masques. C'est assez amusant quand on voit que lorsqu'il y avait Covid, ces gens-là étaient opposés pour le masque, mais là, ça ne pose pas de problème. C'est pour leur sécurité. Et donc, de se dire, ben voilà, on va le faire en plein jour. Il y a des caméras. Il y avait environ 200 personnes qui a accompagné le maire et on ne s'est pas gêné de le faire. T'en penses quoi, Thomas ? Ouais, ils n'ont plus besoin de venir chez toi au milieu de la nuit et faire ça discrètement. Je vois dans le chat, il y en a plusieurs d'entre vous qui disent oui, mais c'est pour montrer le pouvoir, faire peur aux autres et voilà. C'est sûr que on l'a vu et c'est ça qui est si choquant, c'est qu'en si peu de temps, on continue à pousser les limites et ça devient de plus en plus acceptable et moins choquant. Je ne dis pas pour vous, mais en général, on arrive au point où maintenant c'est pas choquant, on peut aller sur Fox News, qui est encore une fois la chaîne la plus regardée du pays, expliquer que c'est normal qu'un maire soit arrêté comme ça devant tout le monde et que non, en fait, ce que vous avez vu, c'était le maire qui ignorait la justice et qui voulait attaquer un centre qui hébergeait des terroristes, quoi. Donc, c'est ça peut-être le point le plus effrayant de toute cette histoire. Ouais. C'est ce côté-là. Ouais, et puis j'ai vu passer, on va y revenir dans quelques secondes dessus, j'ai vu passer le message de Véro qui disait qu'il y a une volonté d'effrayer. C'est une réalité. Tu as 100% raison. Il y a cette volonté-là pour empêcher justement les vaguelettes. C'est comme ça qu'on installe justement une dictature, c'est que les gens n'ont plus le courage, ils ont peur d'exprimer leur opposition, d'exprimer leurs idées, d'aller manifester, de faire des podcasts. Et donc voilà, ils comptent effectivement là-dessus. On va y revenir dans notre étude parce qu'on va voir que cette étude que je vais vous présenter dans quelques minutes est allée mesurer ça. Et que NPR, la radio publique, qui est une des cibles aujourd'hui de Donald Trump, qui a décidé, même si légalement ce n'est pas possible, il a décidé que les fonds votés par le Congrès, encore une fois,
de financement de la seule radio publique de France, des États-Unis, ne soit plus accordé et soit supprimé. Donc, parle de cette difficulté aujourd'hui d'avoir des gens qui s'expriment parce qu'ils ont peur. Hein, c'est la base, oui, la peur. Exactement, Lady Wu. En termes de réaction, d'utilisation des mots, je vais vous montrer la réaction peut-être la plus folle. Et elle est d'autant plus folle que c'est un ancien élu, donc c'est un représentatif, donc vous le voyez, un ancien membre du Congrès du Caroline du Nord, qui est maintenant un des membres de l'administration Trump, l'OMB, c'est à la Maison-Blanche. Donc, il a été confirmé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est passé devant le Sénat. Il a été validé. Et donc, on va voir comment Dan Bishop, Caroline du Nord, aujourd'hui, au sein de la Maison-Blanche, réagit à ces images-là. Et donc, voilà. Donc, il explique que le maire de Newark et les membres du Congrès, les images que vous avez vues, hein, on vous a montré l'intégralité des images dans l'émission de samedi et non pas les 4 secondes utilisées par MAGA pour dire, regardez, ils sont en train d'attaquer les employés fédéraux. Mais là, c'est ce qu'il dit. Il dit que les membres du Congrès et le maire de New York se sont rendus coupables d'une insurrection à la base des détentions fédérales du New Jersey, en expliquant que ce qui s'est passé, c'est pire que le 11 septembre. Que ce qu'a fait le maire et ses 3 élus de Congrès, ces 2 femmes et cet homme, sont pires que l'attaque sur le sol américain du 11 septembre 2001. Vas-y. Non, il faut laisser... Il faut rester 2 secondes avec ces mots-là. C'est un Américain républicain qui faisait partie de la société, qui avait quand même du pouvoir, qui est dans la Maison-Blanche, et qui t'explique, c'est pas quelque chose qu'on a attrapé sur un hot mic, c'est pas quelque chose qu'on a texté sa femme, ou... Non, c'est lui qui va publiquement vous expliquer que voilà, c'est pire que le 11 septembre. Voilà, c'est... Et le pire, c'est que si encore une fois, vous regardez que Fox News et que vous êtes sur Twitter et vous voyez ça, pourquoi pas, hein, l'histoire qu'on vous vend, c'est vraiment ça, que les démocrates sont en train d'attaquer des prisons et des centres fédéraux pour libérer des terroristes. Ah ouais, peut-être c'est pire que le 11 septembre. Hein. Et qui veut dire, si c'est pire que le 11 septembre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas qu'arrêter le maire, il faut faire quoi ? Mais on prépare le terrain à ce que je vous annonce, que actuellement, au sein de l'administration Trump, ça ne fait pas la une, mais il y a cette discussion, c'est quelque chose que Trump avait évoqué vers la fin de son mandat. Il souhaitait, vers la fin de son mandat, classer tous les immigrants clandestins qui passaient la frontière comme ennemis combattants. En théorie, un ennemi combattant, on peut le tuer. Et s'il n'y a plus d'habeas corpus, en même temps, quasiment le même jour, il y a Stephen Miller qui vous explique qu'on est en train de voir à quel point on peut effacer en fait les règles de la loi et faire ce qu'on veut quand on veut avec les gens qu'on désigne nous comme des terroristes et des criminels. Exactement. Et là, on prépare le terrain en comparant ce qui se passe au 11 septembre. Du coup, en plus, ça permet d'amenuiser complètement l'impact du 6 janvier, parce qu'en disant, attendez, ça, c'est pire ce qu'ils ont fait. Et oui, par rapport à l'état d'urgence, on en a déjà parlé, il y a une émission il y a 15 jours, je vous rappelle, et encore une fois, c'est passé café crème, ça n'a même pas été relevé par les grands médias américains, je ne vous parle même pas des médias français, mais je parle des grands médias américains, le fait que le Insurrection Act est écrit noir sur blanc dans 2 executive orders de Donald Trump, et que tous ces executive orders, à chaque fois, quel que soit le sujet, on l'a vu encore récemment, c'est des questions de sécurité nationale. Chaque fois. Ce qui permet de glisser vers ça.
Il y a une autre manière de mesurer ce glissement progressif vers un système qui n'est plus démocratique. J'ai d'ailleurs à ce mot-là ce mot que j'ai récupéré de Steven Lewitsky, qui est cet expert américain des démocraties. Il a co-créé, c'est un universitaire, un institut d'études de la démocratie aux États-Unis et dans le monde depuis plus de 20 ans. Il a sorti un livre extraordinaire qui s'appelle « Comment les démocraties meurent », How Democracy Dies. Et dans une interview récente, il y a quelques jours, il expliquait que ce qui était certain, on n'en était pas encore là, mais nous étions déjà plus dans une démocratie libérale. C'est-à-dire qu'il estime que depuis l'arrivée de Donald Trump et ses 100 premiers jours, nous ne sommes plus dans une démocratie libérale. Pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il fait partie de ce panel de 760 politologues, experts, qui sont interrogés depuis 2017. Ce qui est intéressant d'avoir le recul, depuis 2017, par un groupe apolitique. Il y a des universitaires de droite, de gauche dedans, des chercheurs de tous bords, par ce groupe qui s'appelle Bright Line Watch. Et Bright Line Watch sort de temps en temps d'énormes études qui à la fois confrontent les vues de leur panel, donc de 760, encore une fois, politologues, et de 2000 Américains de tous bords. Et cette étude, d'ailleurs, je vais remercier Jessica qui me l'a envoyée il y a quelques semaines, qu'il avait remarqué pour vous. Décidément, c'est une émission complètement familiale, mais en tout cas, bravo à toi. Vient de sortir une étude complète après les 100 jours de Trump. Donc, ça a mis un petit peu de décalage. Et j'aime bien, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas dans l'actualité. Ça a été fait à la fin du mois d'avril. Et puis, le temps de compiler toutes ces informations, de donner du sens, ça a pris pas mal de jours pour sortir. Et ce qui est intéressant, on va rentrer dans cette étude donc, de Bright Line Watch, c'est qu'il mesure donc l'état, la santé, si vous voulez, de la démocratie américaine avec un classement qui va, un index qui démarre de 0 et qui va jusqu'à 100. Plus votre score est élevé, mieux c'est. 100, c'est la démocratie parfaite. 0, alors là, si vous avez 0, c'est mal, c'est la dictature totale. D'accord ? Et donc, ils ont fait, comme vous voyez, cette étude sur ces deuxièmes 100 jours, first 100 jours de Trump. Donc 760, comme je vous l'ai dit, d'experts. Ça a été fait à la fin du mois d'avril, avec une méthodologie impeccable. Et donc, ils sont partis du principe que si on regarde ces 100 jours, évidemment, on voit qu'il y a un rejet de l'autorité de la Cour, des autorités de la justice. Il y a des attaques contre la liberté de parole individuelle, contre les médias, le habeas corpus, le due process, l'immigration et même la liberté académique avec les attaques contre les universités où on coupe les budgets. On vous a parlé de UNLV il y a quelques jours, mais on le sait que c'est dans plein d'autres universités. On a un petit peu parlé de Harvard, on pourrait en parler plus et on en parlera plus avec ce chantage de l'administration Trump de couper des budgets en utilisant des excuses pour faire tout ça. Et donc ça, c'est la présentation de l'enquête. On va rentrer dans cette enquête-là. Avant de rentrer dans ce détail, Thomas, ils ont, selon les enquêtes, entre 30 et 26 indicateurs qui leur permet après de faire une note globale. Donc on va rentrer dans le détail après, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais vous montrer aujourd'hui à quoi ressemblent les indicateurs de la démocratie aux États-Unis et de la chute
depuis, c'est extrêmement visible. Donc ça, c'est d'après les experts américains, que ce soit la liberté de parole ou qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y, on a les manifestations. Vous voyez, c'était avant l'épisode. Donc, avant l'épisode de Newark, on voyait que c'était déjà en chute libre. Les interférences, l'interférence avec la presse. Le deuxième, celui-ci est extrêmement inquiétant. Et il est extrêmement inquiétant et il mériterait un sujet dans sa totalité. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des experts indépendants nous disent, ben voilà, ne faites plus confiance aux chiffres que le gouvernement Trump va donner. Vous savez que ce soit les chiffres de l'inflation, les chiffres des prix, les chiffres du chômage, les chiffres du nombre de personnes malades pour ne pas avoir été vaccinées, etc., etc. Parce que tout ce qui était organisme de contrôle, tous dans leur totalité, sous prétexte de doge, de fraude, etc., qui est juste une excuse, tous ces gens-là ont été visés. Et aujourd'hui, les personnes en charge de donner les indices gouvernementaux, ce sont des pro-Trump. Et donc, on est persuadé, il y a déjà des exemples de contraste entre des études indépendantes et des chiffres gouvernementaux, que désormais, les chiffres que communique, c'est grave, le gouvernement américain, ces fameuses statistiques gouvernementales, sont fausses. Et regardez cette chute depuis l'arrivée de Donald Trump, pareil sur l'indépendance de la justice, sur l'égalité des lois. On est dans une société qui est devenue absolument inégalitaire, ça c'est certain. Le fait qu'on commence à avoir sur les droits de vote, mais en ce moment il n'y a pas d'élection, donc c'est pas vraiment un sujet. Mais on s'attend au pire, on va y revenir pour les élections intermédiaires de 2026. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez des tas de sujets qui aujourd'hui sont des sont des sujets d'inquiétude pour les experts. Donc on va retourner, Thomas, merci, dans cette étude de, je le répète, Brightline Watch, donc qui nous explique que pour tous les Américains, on va y revenir là-dessus, la note de la démocratie américaine est à la baisse et que on arrive dans une situation historique, où pour la première fois depuis que cette étude est faite, en 2017, donc sous Trump 1, d'accord, où on se disait non mais c'est terrible, donc du coup ça rejoint un petit peu ce qu'expliquait le journaliste de Time en 2018 en disant Trump, il aimerait être un de ces hommes forts, il aimerait faire partie de ce club de dictateurs plus ou moins dictateurs, mais il ne le peut pas parce que l'administration, le système, le fameux check and balances fonctionne autour de lui. C'est une réalité parce qu'on voit qu'en 2017, la démocratie américaine n'était pas aussi impactée par Donald Trump et qu'on voit qu'aujourd'hui, la note, mois par mois, s'est effondrée pour aujourd'hui passer sous la moyenne. On est à 49. C'est la première fois que la démocratie américaine passe dans le rouge. On va voir en détail ce que ça veut dire, mais c'est ressenti. On va le dire comme ça. C'est ressenti. Donc, on va avancer dans cette enquête. Et donc, on voit qu'au niveau... On les a fait rebondir sur ce qu'étaient les sujets à la fin du mois d'avril. Et je peux vous dire que toutes les nouvelles depuis vont encore dans ce sens-là. C'était avant l'arrestation d'une juge, la juge Duggan, qui va passer dans 2 jours devant un tribunal. Donc, c'était avant l'arrestation de la juge Duggan. C'était avant l'arrestation du maire de Newark, c'était avant l'expulsion de plusieurs citoyens américains vers des pays, c'était des pays, entre autres le Venezuela, c'était avant la révélation de discussions autour de créer des prisons pour les sans-papiers ici. Pour commencer, on commence par les sans-papiers
du côté de la Libye, du côté du Rwanda. C'était avant la venue des Blancs d'Afrique du Sud qui sont arrivés hier aux États-Unis. Et puis, c'était avant toute une série d'affaires de corruption, dont le fameux avion de 400 millions offert par le Qatar. On en parlera dans une prochaine émission. On vous prépare peut-être à partir de demain une série vraiment exceptionnelle. Une série exceptionnelle de la chute. Ouais, abonnez-vous. Une série exceptionnelle de la chute sur l'argent noir de la présidence Trump. Donc, sur la corruption Trump. C'est une série parce que il y a plusieurs épisodes. On va parler du business, justement, des prisons, de l'immigration. On va parler de crypto-monnaies. On va parler d'influence extérieure. Ce que Trump vient de faire aujourd'hui, par exemple, sur la Syrie, en retirant toutes tout ce qui était contrainte sur la Syrie au lendemain de la révélation que le président syrien est rentré en contact avec le groupe Trump en disant voilà, venez ouvrir un Trump Hotel à Damas. Voilà, c'est complètement fou. Donc ça, c'est pour les jours à venir. Mais tout ça, donc les chiffres que vous allez voir, c'est avant tout ça. C'est avant tout ça. Donc on va rentrer dans ce sondage. De manière générale, donc là c'est tout mélangé, vous avez 4 courbes, vous avez la courbe des experts qui est en verte, vous avez la courbe des démocrates qui est en bleu et la courbe des républicains qui est en rouge et en mauve en général du public, démocrates, républicains et indépendants. Et on voit, et c'est ce que le centre Bright Light Watch disait, c'est qu'il y a cette chute massive depuis 2025. Et ce qui est troublant, c'est lorsqu'on voit, regardez la ligne rouge, qui est celle des électeurs républicains, on voit que contrairement aux démocrates, au lendemain de l'élection, les démocrates tout de suite ont dit, mais voilà, c'est la ligne bleue, Trump va arriver, c'est la chute de la démocratie, et donc, boum, ça dépend. Les républicains se disent, non, c'est notre gars, c'est notre gars sûr. On voit ça c'est en novembre, où on voit la ligne rouge qui augmente. Exactement. Avant 2025, et après on voit à partir du 20 janvier, même la ligne républicaine, elle est en baisse, et pas que d'un peu. C'est quasiment la même courbe entre le début 2025 et aujourd'hui du côté républicain que le côté démocrate. Donc, on va revenir sur cet enseignement-là, mais c'est un enseignement intéressant, c'est que même aujourd'hui, les républicains, une partie en tout cas, ont compris que la démocratie américaine est en train de flancher complètement sous l'impulsion de Trump, de Miller, du projet 2025. Et c'est le pire, c'est que lorsqu'on regarde la courbe des fameux experts, des 760 politologues, historiens, etc., on voit que la chute est là, que donc ils avaient sous l'administration Biden au lendemain du 11 septembre, au lendemain du 6 janvier, ils avaient le sentiment que lorsqu'on regardait tous les indicateurs, la trentaine d'indicateurs, les États-Unis étaient une démocratie relativement stable et relativement solide. Ça s'est effondré avec Donald Trump et c'est un effondrement qui s'est accéléré pendant ces 100 premiers jours. Et comme vous le voyez avec la courbe en pointillé, et c'était avant tout ça, c'était lorsqu'on demande, c'est une partie de cette étude à ces experts, comment ils voient le futur, là-dessus, ils sont encore plus pessimistes. C'est là qu'ils disent, voilà, on n'est déjà plus une démocratie libérale et on est en train de devenir un gouvernement autocratique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les interrogeait sur certains sujets qui leur faisaient penser ça et ils expliquaient, et c'était avant les déclarations de Stephen Miller ce week-end en disant tiens, c'est le jour par exemple, c'est pas impossible quand dans les mois qui arrivent, il s'attaque au habeas corpus. C'est devenu une réalité depuis.
au moment de l'enquête, il y a moins d'un mois, parce que c'était la fin du mois d'avril, il y a 2 semaines, on nous disait non, mais bon, c'est pas encore le cas, mais ça peut venir. Non, on en est là. Donc la situation. C'est à la vitesse. Regardez, même sur ce visuel, en combien peu de temps on a cette chute. Je sais, on le dit en permanence, on a l'impression que Trump il est encore président depuis des mois et des mois, des années. Ça ne fait même pas 6 mois. Hein. On est que en mai. Et regardez déjà à quel point la démocratie a chuté. Voilà, donc ça c'est pour la note globale. On va continuer à explorer cette enquête. J'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, donc on voit que décembre 2024, 58, février 53, 49 en avril. Et donc, comme je vous le disais, c'est une première. Et ce chiffre, je suis persuadé, dans la prochaine enquête, ne va pas s'améliorer. Vas-y Thomas, continue. Il y a cet aspect qui est intéressant, c'est que de se dire, c'est même au niveau des républicains. Et justement, il y a un tableau, Thomas, c'est le numéro 11, on va le sauter, qui est extrêmement intéressant et qui est aussi le symbole d'un pays qui est en train de devenir un futur dictateur. C'est lorsqu'on demande aux électeurs s'ils s'identifient à une couleur politique, républicain ou démocrate, ou s'ils s'identifient à un homme, ils choisissent majoritairement les républicains aujourd'hui. Vous voyez, ils se considèrent avant tout supporters de Donald Trump. Mais regardez le changement. Même pendant la campagne, on n'était pas à ce point où les gens ils étaient plus Trump que républicains. Les gens, on retourne en 2023, là, c'était 55% des républicains disaient qu'ils étaient plus faisaient partie du parti républicain et pas juste du camp MAGA. Et regardez ce changement, ce croisement depuis l'élection. Depuis le cycle, et ça continue en 2025, on est à que 39% disent qu'on est pour le parti, 61%, c'est la culte de la personnalité, disent qu'ils sont plus en soutien de Trump que le parti républicain. Ouais, et ce culte de la personnalité, c'est extrêmement inquiétant pour le futur des États-Unis. Alors d'un côté, vous avez une partie des républicains, on le voit, qui est en train de dire attention, il y a un glissement vers autre chose. Il y a pour la première fois cette chute, mais on sait que ces gens-là, ce sont dans les gens qui se réclament plus d'être républicains que de Trump. Mais lorsque vous avez, quelle que soit la personnalité, vous avez ce culte-là qui demande, comme le dit Marie-Laetitia, quand on commence à s'identifier à un homme, c'est vraiment un glissement qui autorise tout. Alors on en revient du Führerprinzip à tout le reste. Bon, on revient aux gens qui expliquent non, moi ça me va très bien que j'ai perdu mes économies, perdu mon argent. Moi je suis pour Trump jusqu'à la fin. C'est voilà ce que ça démontre. Et tu fais bien de le souligner, ça démontre ça, et ça démontre que on ne peut plus compter sur ces personnes-là pour s'opposer à ce que Trump désire. C'est-à-dire qu'ils s'assieront sur la Constitution, sur leurs propres droits. Écoutez-moi bien, sur leurs propres droits, parce qu'ils ont sombré dans ce que Thomas disait, ce culte de la personnalité où Trump a toujours raison. Pour tout justifier, toujours. Voilà, et donc ça, cette statistique, gardez-la en tête. Et comme vous le disiez Thomas, gardez-la en tête parce que vous voyez combien ça a basculé récemment. Les courbes se sont croisées, certes, en février 2024, d'ailleurs au moment où Trump commence à être impliqué, être inculpé dans des affaires. Mais depuis, on est à plus 10%. Exactement, mais on voit que ces derniers mois, il y a une accélération
du culte de la personnalité. Donc quand on vous montre ces vidéos et qu'elles vous font, sourire souvent parce qu'elles sont drôles sur la forme, avec Trump qui en permanence explique qu'il est le plus intelligent, il est le seul capable de résoudre une litanie de problèmes, dans la réalité, vers son électorat, ça a un impact. Et ces gens-là sont de plus en plus impliqués dans cette idée que seul Trump a les solutions, seul Trump a le pouvoir. C'était un de ces slogans de campagne dont on a peu parlé, mais qui était assez clair, c'était que « Only Trump can fix it ». Simplement Trump, pas le parti républicain, seulement Trump peut réparer tout ça. On va retourner donc à cette étude, mais c'est une autre partie de l'étude, mais je voulais vraiment mettre ça en avant. Donc, on va voir, comme je vous le disais, c'est que il y a cette chute pour la première fois depuis qui touche les républicains. Et du côté des experts, on se rend compte que les experts, ça aussi c'est super inquiétant, je suis désolé, on a un bon journal des vaguelettes qui arrive. Les experts sont plus alarmistes aujourd'hui que ce qu'ils étaient au lendemain du 6 janvier, au cœur de la campagne de 2020, quand Donald Trump refusait d'accepter sa défaite. Mais déjà, là, c'est un problème, à mon avis, aussi du côté des experts, quand on était tous là à se dire, à partir du 7 janvier, on avait un peu l'impression que tout le monde, plus ou moins, disait « Ok, voilà, c'est bon, c'est fait, ils sont un peu emportés, et voilà tout le reste ». Si vous êtes expert, vous voyez ce qui se passe le 6 janvier à la télé en direct, il y a des gens qui tournent à la violence. À quel moment alors il fallait dire on n'est plus à 100% dans une démocratie, si ça ne suffisait pas? Non, mais tu as raison, mais l'excuse des experts, parce que c'est une question qui m'a intéressé, c'est qu'à l'époque, les experts disaient ok, c'est inquiétant que Donald Trump conteste sa défaite, mais face à lui, il y a 60 et quelques décisions de justice qui lui donnent tort. Donc, même s'il va traîner les pieds, il va quitter le gouvernement. C'est une victoire in extremis et avec les mains sales de la démocratie. Mais en tout cas, c'était ça l'excuse à l'époque, de se dire il y a les tribunaux. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui disaient à l'époque il y a les tribunaux disent ouais, aujourd'hui, Donald Trump a environ 200 plaintes contre son gouvernement, mais cela ne suffira plus pour l'arrêter parce qu'il n'en a plus rien à faire. Et désormais, il a le soutien total de ces républicains qui se disent tiens, on est vraiment dans cette histoire de match de foot en disant c'est mon gars, c'est mon équipe, il peut utiliser n'importe quel moyen pour gagner, l'essentiel c'est qu'il gagne. Mais donc on voit qu'ils avaient noté au-dessus de 60 la démocratie à ce moment-là pendant le 6 janvier, et que depuis, ils ont tombé d'à peu près 7 points jusqu'à aujourd'hui. Donc on est à 7 points plus bas que le 6 janvier, d'après les experts. Ouais, c'est-à-dire la situation, mesurez-la, parce que c'est vrai, en termes d'image, souvent, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais pour ces 760 experts qui, depuis 2017, réfléchissent à la démocratie américaine, prennent son pouls, prennent sa température, ils estiment qu'aujourd'hui, à la fin du mois d'avril, c'est au moment de ces questions, donc début du mois de mai, la démocratie américaine est dans un plus sale état qu'au lendemain de l'attaque du Capitole. Je vais le dire encore une fois, je sais que c'est une expression, c'est complètement fou. On est d'accord. Donc voilà, et du coup, quand on voit, ces mêmes notes comparées à d'autres pays, il y a un recul majeur des États-Unis. Là, il faut savoir que lorsque le Brightline Watch a débuté cette enquête avec des correspondants dans plein de pays, les États-Unis
à ce moment-là, avaient 77. Ils étaient au-dessus de la Grande-Bretagne. Donc, c'était il y a moins de 10 ans. Qui a quand même été en difficulté aussi Oui, récemment. Hein. exactement. C'était en 2018. Et donc, on voit que depuis, bravo d'abord aux Canadiens, on va le dire. Bravo à nos castors, hein, c'est ça? Ouais, à nos David le Castor, parce que regardez où se trouve le Canada, qui est considéré par ses experts comme étant le pays au monde avec la plus grande démocratie. Hein, donc, vous voyez, donc le Canada, la Grande-Bretagne, la Pologne, le Mexique, désormais les États-Unis est en dessous du Mexique, avec toutes les leçons de morale faites sur le Mexique, les cartels, etc. Plus proche d'Israël qu'au Mexique, hein, d'ailleurs. Ouais, exactement. On est loin derrière le Mexique. Et puis on voit que les 3 derniers dans la courbe de ces grands pays, c'est la Russie, la Turquie, la Hongrie. Évidemment, on va revenir à ces pays. On retrouve ces 3 personnalités phares qui sont Poutine, Erdogan et Orban, qui sont des modèles de Donald Trump. On va y revenir dans quelques minutes, mais en tout cas, ce tableau, encore une fois, il est malade. Il est malade. Ça, c'est clair. Et cet autre tableau, je le trouve extrêmement intéressant parce que on a fait réagir ces experts sur certains événements qui se sont déroulés au mois d'avril. Hein, encore une fois, donc ce qui s'est passé ces dernières semaines, tout va tellement vite, comme vous le dit Thomas, ce n'est pas demandé, ce n'est pas étudié. En leur demandant s'ils considéraient, je pense qu'on a la légende dans le prochain. Vas-y Thomas, si tu veux aller dans le prochain, pour vous voyez le code couleur. Pour leur demander si tel ou tel événement étaient des menaces contre la démocratie avec une couleur. Vous voyez, vous avez vite compris, plus on est dans le rouge foncé, plus c'est une menace extrême contre la démocratie. Il y a pas mal de rouge là. Hein. Voilà. Et pourquoi je vous le montre, ce tableau? Pour différentes raisons, bien évidemment. On va retourner au 9, Thomas. Je vous montre ce tableau-là parce que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lorsqu'on a décidé pour la première fois ici de vous parler de l'affaire Abrego Garcia, l'angle que nous avions choisi, ce n'était pas l'affaire Abrego Garcia telle qu'elle, sur le côté un homme, etc., mais en vous disant que cet événement-là, c'était un tournant pour la démocratie américaine. C'était le début d'une crise constitutionnelle majeure qui, n'est pas terminée et qui va avoir des conséquences énormes sur des tas d'autres sujets où Donald Trump, reprenant un vieux cheval de la droite américaine, défendu entre autres, on vous avait montré la vidéo, par J.D. Vance bien avant qu'il soit candidat, de dire, ben voilà, la Cour suprême peut prendre ses décisions, elle n'a aucune manière de les appliquer, on fait ce qu'on veut. Et lorsqu'on voit ces experts, on voit qu'à 95%, pour eux, c'est le sujet le plus significatif de ce mois d'avril, des 100 jours de Trump, qui démontre que les États-Unis sont en train de glisser dans une dictature. Pas à cause de Abrego Garcia, mais à cause du fait que le gouvernement américain a refusé et continue à refuser de suivre un ordre de la Cour suprême. Et qu'à partir de là, c'est terminé. Le 13 mai, nous sommes toujours dans c'est fou de dire ça, dans cette situation où la Maison-Blanche refuse. Et bon, la Cour suprême fait un peu semblant de ne pas voir ce qui se passe. Mais donc, même aujourd'hui, en mai, nous sommes toujours dans cette situation-là. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement fort. On voit que les 3 autres sujets sont des attaques contre les universités. Ça vient évidemment du fait que beaucoup de ces experts sont universitaires, mais au-delà, vous allez le voir, c'est directement inspiré non seulement du plan, ce qu'on appelle le playbook de la montée au pouvoir de Adolf Hitler après son élection, mais c'est surtout inspiré directement de ce qu'ont fait Erdogan et Orban en Turquie et en Hongrie. On va en parler un petit peu plus tard. Et on va voir que à ce moment, à la fin, on va sur le schéma suivant,
on leur demandait c'était quoi ce qui les inquiétait dans les semaines et mois qui arrivent et qui était perçu comme une future menace pour la démocratie. Et on voyait que, c'était d'envoyer des citoyens américains au Salvador. Donc, on sort directement de cette affaire Abrego Garcia en disant, voilà, le due process n'est pas nécessaire. Et Trump qui avait profité en disant, ouais, on a besoin de plus de prisons. C'est la fin de la démocratie lorsqu'on envoie des citoyens en prison à l'étranger. Le fait de créer des denaturalization, donc d'enlever la citoyenneté américaine, on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Et à partir de là, on ouvre encore une fois quelque chose de complètement fou, parce qu'on va commencer en vous disant, oui, on va le faire pour les personnes qui sont condamnées, pour les trafiquants de drogue, et puis ça va être leur famille, et puis ça va être les gens sans papier, et puis ça va être les gens qui sont nés aux États-Unis, mais dont les parents, eux, sont étrangers. Et puis, à la fin, ça va être les opposants politiques. On est dans cette glissade-là. On voit qu'il y a la crainte d'avoir des juges qui sont impeach. C'est ce que souhaite Elon Musk. Il a fait une dizaine de X à ce sujet. Il n'est pas le seul. Et là, on n'en est non plus à impeachment, mais à l'arrestation de magistrats avec la juge Dagan. On verra ce qui lui arrive le 15 mai prochain. Voilà, on va continuer dans cette... je crois qu'on a fait tout le tour de cette extraordinaire enquête de Bryland Watch. Encore une fois, merci Jessica. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire évidemment une petite pause et puis on va rentrer dans le cœur de ce dossier. Qu'est-ce que ça veut dire? Vers quoi se dirigent les États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire Trump, futur dictateur? À tout de suite.